Bonjour, vous écoutez Des Racines, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur YouTube. Cela améliore le référencement du podcast et permet donc de le trouver plus facilement. Pour ce 6e épisode, nous sommes avec Maura qui a quitté Cuba avec son mari en 2000 pour s'installer en Allemagne. Plus tard, en 2008, ils se sont installés en Guadeloupe. Bonjour Maura. Bonjour Margot. Alors, tu t'es installée en Allemagne en 2000. Oui. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a amené à t'installer en Allemagne? Alors déjà, parce que je suis mariée avec un Allemand depuis 1999. Et mon mari voulait impérativement que j'aille vivre en Allemagne pour connaître sa famille, sa culture. Et déjà aussi pour apprendre la langue allemande, parce que je ne parlais pas allemand à l'époque. Et là, on a décidé finalement de partir en Allemagne. C'était exactement l'année 2000, j'avais exactement 29 ans. J'ai fêté mon anniversaire 30 en Allemagne. Et il y a eu une espèce de choc de culture, parce que, évidemment, l'Allemagne, c'est un pays de premier monde. Et pour moi, je connaissais absolument rien de beaucoup de choses technologiques, des choses comme ça, qui m'ont un petit peu frappé au début. Mais j'avais une envie énorme d'apprendre, surtout. Et je suis arrivée à un petit village qui s'appelle Riegel, où j'ai vécu à peu près un an. Et après, on a déménagé pour un village qui s'appelle Malterdingen. Et c'est là que je suis vraiment plongée dans la culture allemande, dans tous les sens, parce qu'il y avait les dialectes de la région, que c'est la région Baden-Württemberg. Et c'était un défi pour moi de vraiment apprendre pas seulement la langue allemande, c'était aussi pour apprendre aussi naturellement les dialectes. Et c'était extraordinaire parce que ça m'a permis de connaître mieux les personnes et surtout de partager beaucoup et surtout de trouver un travail. Il faut dire que j'étais super bien accueillie et je n'ai vécu jamais ni de discrimination, ni de racisme, absolument tout, même si j'étais la seule latine dans cet endroit où j'ai vécu. Et c'était pour moi une chose incroyable parce qu'il y a une mauvaise mentalité concernant les Allemands qui sont racistes, qu'il y a une grande discrimination. Je pense que la nouvelle génération a laissé tout ça derrière et ça je trouve extraordinaire. Et du coup, quand tu arrives, donc tu parles pas au début, tu parles pas un mot d'allemand, tu parles du coup espagnol qui est quand même assez éloigné de la langue allemande. Comment tu as fait pour apprendre? Alors, déjà, je me suis rendu compte que la langue allemande n'avait rien à voir avec ma langue maternelle, l'espagnol. Parce qu'il faut savoir, bon, moi, comme je suis professeur de langue, mais professeur de langue italienne, c'est-à-dire que c'est une langue latine. On sait tous que la personne qui parle espagnol, que la personne qui parle italien et français, et on arrive quand même à comprendre des mots entre les trois langues, mais pas avec l'allemand. L'allemand, c'est dans la racine des langues germaniques, c'est-à-dire comme l'anglais, par exemple. Et alors, c'est-à-dire que la personne c'est-à-dire les Allemands comprennent mieux la personne qui parle anglais qu'une personne qui parle espagnol ou français, évidemment. Et dans ces cas-là, je me suis dit, bon, il me faut trouver un moyen pour plonger dans la langue allemande. Qu'est-ce que je fais? Alors, moi, je n'avais pas le temps d'aller en école de langue. Le seul moyen qu'il y avait, c'était la télé et la radio. Mais je suis convaincue que pour apprendre une langue, il faut pas seulement l'audition, il faut aussi quelque chose de visuel. Alors, j'ai choisi des programmes de télé pour faire, par exemple, des programmes de participation. Alors, il y avait un programme qui s'appelait Geh auf Ganze en allemand, que ça veut dire on donne tout. D'accord. Et là, je commence à regarder tous les soirs, absolument tous les soirs, ces programmes. Et comme il y avait beaucoup de participation dans le programme, il y avait des objets, il y avait des phrases, il y avait des jeux, il y avait des choses comme ça, j'ai commencé à faire les liens entre les choses qui arrivaient dans le programme. Et j'ai commencé à noter, ça s'appelle, comme on dit table, comme on dit livre, comme on dit... C'est-à-dire que
j'avais un dictionnaire déjà, espagnol, allemand. C'est la première chose que j'ai fait. Je m'ai acheté un livre de grammaire qui m'a servi à rien, que je vous jure que je n'ai jamais utilisé. Je vous jure. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai regardé ces programmes. Alors, le visuel m'a aidé énormément. C'était ça la première chose. Et la deuxième chose, c'était que mon mari parlait au début seulement en allemand avec moi. Et un jour, il est arrivé à la maison, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on parle qu'en allemand. Je vais commencer à te parler très doucement. Ah, tu veux dire, vous parliez espagnol avant? Non, anglais. On parlait entre nous, on parlait anglais. D'accord. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus en anglais, on va commencer à parler en allemand. C'est-à-dire, je te parle en allemand et tu vas essayer, tu vas faire travailler ton cerveau pour essayer de me comprendre. Je vous jure, au début, j'ai beaucoup pleuré parce que je ne comprenais rien, mais c'était un grand sacrifice qu'on a fait. Mais ça m'a servi énormément parce qu'en seulement 2 mois, j'ai commencé à tout comprendre. Parce que j'étais obligée de le faire. Alors, il y a une chose que c'est merveilleuse, qu'on ne sait pas, et c'est la question de que notre cerveau, il commence à voir qu'il y a quelque chose que ça ne va pas, qu'il faut comprendre, et le cerveau va commencer à capter toutes les choses qui vont lui permettre de comprendre son environnement. Et là, j'ai compris, c'est ça qui va m'aider. Effectivement, je disais à mon mari, moi, si je dis quelques phrases, tu me corriges tout de suite. La correction, je l'enregistrais dans mon cerveau, je l'écrivais tout de suite. Et là, j'ai appris à écrire et à lire et à parler les 3 choses en même temps. D'accord, donc au bout de 2 mois, tu commençais à te sentir à l'aise en allemand. À partir de 2 mois, 3 mois, j'ai commencé, mais par contre, je ne parlais pas encore. Ouais, j'ai commencé à comprendre. Ok. C'est-à-dire que je savais que je pouvais comprendre, mais je ne pouvais pas répondre. J'ai continué à répondre en anglais. Mais, comme je vous disais, et les personnes, l'environnement autour de moi ne parlait pas anglais. C'est-à-dire que j'étais même obligée d'essayer de répondre en allemand. Et c'est là qu'arrivent les petites phrases qu'on appelle les phrases type indien, des petits mots, à mot. Et comme ça, je disais des phrases qui n'avaient presque aucun sens, dans le sens qu'il n'y avait pas de verbes, pas d'articles, il n'y avait que les mots des objets. Alors que là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait faire les liens. Et là, je rencontre les articles allemands, les DAD, DAS, qui sont des articles qui, même pour les Allemands, sont hyper difficiles à apprendre. Et la technique pour apprendre ces articles, c'est tout simplement apprendre les mots avec son article. Ah oui. Il fallait apprendre ça, comme ça. Et je commence, petit à petit. Il y a eu un travail énorme, mais surtout, je voulais apprendre à me défendre. Qu'est-ce que ça veut dire défendre? Ça veut dire, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, rapidement, dans le travail. Je ne comprenais rien. Il m'a fallu faire quelque chose, un ordre, par exemple, dans le travail. Et si je ne comprenais rien, eh bien, j'étais la dernière, j'étais toujours en retard, j'étais toujours en train de faire des erreurs. Et là, ça, c'est une chose que j'ai appris aussi. Les Allemands sont hyper perfectionnistes. Si tu ne fais pas les choses bien faites, eh bien, ce n'est pas la peine. Là, il m'a fallu aussi m'adapter à ces mentalités. Mais parce que tu travaillais dès que tu es arrivée en Allemagne? Oui, la première chose que j'ai fait, c'était... alors, j'ai cherché du travail en Allemagne. Tout de suite, il y avait comme le service de Pôle emploi ici. Il existe aussi en Allemagne. Et là, il faut dire que les schémas d'intégration, quand on est marié, c'est totalement différent que les schémas d'intégration d'une personne qui arrive en Allemagne sans absolument rien, comme immigrant. Okay? Comme j'étais mariée, j'avais déjà automatiquement tous les droits en Allemagne. C'est-à-dire que je pouvais chercher un travail, j'avais automatiquement le permis de séjour, automatiquement le permis de travail, tout ça automatiquement, sans même pas le demander. Je ne suis même pas allée au service d'immigration, ils ne m'ont rien envoyé. Je suis arrivée en Allemagne comme l'épouse d'un Allemand. Okay? C'est-à-dire, je suis allée au service de Pôle emploi et Pôle emploi a cherché pour moi un travail où je n'avais pas besoin de trop parler. C'était rigolo.
Et là, j'ai commencé à travailler c'est-à-dire dans un hôtel de sport, et comme femme de chambre. Femme de chambre n'a pas besoin de parler, alors que j'étais à l'hôtel en train de nettoyer les chambres en silence, mais je voulais parler. C'est-à-dire que ma chef était une Russe qui parlait allemand déjà, et comme la Russie et Cuba sont de très bons amis, elle m'a super bien accueilli. Elle m'a dit, tu es cubaine, c'est très bien, et bien, c'est moi qui vais t'apprendre allemand. Alors elle faisait des conversations très doucement en allemand avec moi. Il me montrait toujours les objets, toujours. Ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. Alors que petit à petit, les phrases ont commencé à se créer. Les phrases dans le cerveau, elles ont commencé à se créer. Et un jour, je me suis retrouvée devant Maria, c'est comme ça que s'appelait la dame russe, en train de parler en allemand, cassé, mais quand même en allemand déjà. Et pour la petite histoire, c'est que des années après, plus de presque 15 ans après, que je suis retournée en Allemagne, et excusez-moi, 12 ans après que je suis retournée en Allemagne, mais il y a une chose incroyable. Je rencontre Maria dans la rue, Maria qui à l'époque était ma chef, et je me suis rendu compte d'une chose incroyable. Maria ne parlait pas bien l'allemand. Et là, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, parce qu'évidemment, j'étais en train d'apprendre. Mais maintenant que je connais l'allemand comme langue, et que je suis très contente de bien parler maintenant, et bien, moi, je me suis rendu compte qu'elle parle mais pas trop bien l'allemand. Mais je considère Maria comme la première professeure, on va dire, locale que j'ai eue, parce que c'est avec elle vraiment que j'ai appris l'allemand. Après le travail comme femme de chambre, que je pouvais déjà parler un peu, les restaurants où mon mari travaillait comme chef cuisinier, et m'a fait un contrat de travail comme serveuse. Et déjà comme serveuse, à ce moment-là, on est obligé de parler. Parce que quand le client demande quelque chose, il faut répondre. Et là, c'est là que j'étais vraiment engagée chez moi à apprendre l'allemand. Mais c'était une décision personnelle et c'était aussi un défi. Et là, c'est vraiment le mental qui travaille. Parce que c'est une langue hyper difficile. Très, très difficile. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis une experte en allemand ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai rencontré un prof d'allemand qui habite ici en Guadeloupe. Il m'a proposé de faire l'examen de niveau pour savoir à quel niveau je me trouvais d'allemand. Imaginez-vous que quand j'ai fait les tests, j'étais déjà au B2. C'est un très bon niveau. Je suis très contente, très heureuse aujourd'hui d'une chose que j'ai réussi et que je continue à faire parce que je ne me suis pas arrêtée de parler la langue allemande ici en Guadeloupe, parce que je suis guide touristique, évidemment. Et est-ce que tu penses que le fait d'être professeur d'italien avant t'a aidé à apprendre l'allemand? Alors, oui et non. Oui, parce que je connais les techniques d'apprentissage. C'est-à-dire, comme je disais avant, il faut utiliser beaucoup les visuels et l'audition avant de l'écriture. Et, parce que c'est très important pour le cerveau d'enregistrer visuellement le nom de l'objet ou le nom de chaque chose qu'on veut apprendre. Et déjà, il y avait cette technique, mais je dis non dans le sens qu'il faut les deux choses. Il faut ça, mais il faut aussi la décision personnelle. Il faut la décision personnelle, il faut se dire, c'est mon défi, c'est aussi le mental. Je me concentre, je vais réussir et je vais réussir comme un cheval qui va à toute vitesse, qui va arriver à son bout. Alors que si on ne fait pas ça dans la vie, je pense que ça c'est dans tous les sens dans la vie. Si on veut réussir un projet, n'importe quelle chose on veut faire, si on n'a pas ce mental de se dire je vais le faire, à ce moment-là, ça ne marche pas. Parce que il y a des personnes, par exemple, qui disent « Je ne suis pas intelligent pour apprendre une langue ». Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, l'apprentissage d'une langue. Mais vraiment rien à voir. Parce que, par exemple, quand j'étais à Cuba prof d'italien, j'avais des personnes, des étudiants, des adultes, parce que moi je donnais des classes aux adultes,
qui ont été des ingénieurs, des docteurs, des personnes vraiment déjà diplômées. Et un jour, il y a une personne qui est un ingénieur qui s'approche et me dit « Madame, je suis désolée, je ne peux pas continuer parce que je me sens incapable d'apprendre la langue italienne. » C'est-à-dire que pour lui, il n'était pas concentré, ce n'était pas un défi pour lui. Et en plus, il se voyait comme une personne qui n'était pas intelligente, une personne qui était déjà diplômée. Alors que, c'est-à-dire qu'on ne peut pas classer les personnes pour apprendre une langue. Tout le monde peut apprendre une langue, même une personne qui n'a aucune scolarité. Tout le monde peut apprendre une langue. Ça suffit tout simplement d'un bon mental, d'une bonne décision. Je vais apprendre. Et à ce moment-là, on va aider la personne, on va guider la personne. Les profs de langue, il faut qu'elles soient très ludiques aussi. Oui. Il faut qu'elles utilisent aussi des chansons, par exemple, des jeux dans la classe, qu'elle va casser le froid qu'il y a dans la classe, de la peur qu'il y a de parler. Il faut aussi ça. Et surtout, ma technique d'apprentissage aussi, c'est de tout simplement oublier notre langue maternelle. On ne traduit plus. Et là, c'est ça que j'ai fait aussi avec l'allemand. J'ai intégré l'allemand dans mon cerveau comme ma langue. Et là, j'ai commencé à rêver en allemand, j'ai commencé à faire tout ça, parce qu'évidemment, je ne traduisais plus. Toutes les choses que j'ai apprises, c'était déjà enregistré dans sa propre langue. D'accord. Et donc, ensuite, tu es passé de l'Allemagne à la Guadeloupe. Mm-hmm. En quelle année? Alors, on a vécu 8 ans en Allemagne, le temps que j'ai appris l'allemand bien. Mais en plus, à l'époque, mon mari disait que c'est mieux, que ça serait mieux de prendre le passeport allemand, la nationalité allemande, pour entrer en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, territoire français d'outre-mer, évidemment, et c'est dans l'Europe, alors qui appartient à l'espace européen, pas l'espace Schengen du tout, mais bon, mais appartient quand même à l'espace européen, et ça serait mieux d'entrer comme allemande, parce que comme ça, je n'avais pas besoin ni de permis de séjour, ni de carte de séjour, ni de permis de travail, ni rien du tout. C'était tout simplement passer la frontière, tout simplement. OK. Et là, c'était un nouveau défi pour moi, parce qu'évidemment, faire la nationalité en Allemagne, c'est comme en France, il faut passer un test. Je suis allée au service d'immigration, ils m'ont donné un an pour me préparer. Parce qu'il fallait se préparer économie, politique, langue, grammaire, tout. Ça, c'est dans tous les cas, pour avoir une nationalité allemande, oui. Il faut passer un test? Oui, il faut passer un test. Sinon il n'y a pas la possibilité. Je me suis préparée et finalement, le jour est arrivé. J'ai fait le test et c'était un test hyper difficile parce qu'il y a eu énormément de choses à dire. Et c'était 12 jours de tests. Il fallait aussi un test grammaire, un test oral et un test sur la vie quotidienne de l'Allemagne et sur l'histoire de l'Allemagne. Le dernier test, c'était avec la chef d'immigration et c'était sur l'histoire de l'Allemagne. Et le thème, c'était révolution. Et là, je parlais de la chute du mur de Berlin, l'impact qu'il y a eu sur notre île à Cuba, alors l'impact sur la révolution cubaine, et tout l'impact qu'il y a eu en Europe. Alors là, je pense que c'était OK parce que finalement, des 100 points qu'il me fallait arriver, j'ai eu 92. Et ça, c'était bien. Ah oui, c'est un beau score. Oui, et là, la chef d'immigration était même très surprise parce qu'elle m'a dit, je ne comprends pas. Elle m'a dit comme ça, très carré, comme ça, elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes arrivé à 92. Parce que ça, pour nous, c'est presque impossible. Et je lui ai répondu avec, alors très humble, je lui ai dit, madame, je pense que c'était parce que j'adore votre pays, j'adore l'Allemagne, je suis passionnée de la culture de l'Allemagne et c'est ça qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, pas une autre chose. Parce que si on n'aime pas les pays où on a fait l'immigration, c'est pas la peine. Il faut bien choisir où est-ce qu'on veut aller parce qu'on peut rencontrer tellement de choses. Et il faut respecter aussi l'endroit où on va vivre, la mentalité, la culture, tout. Oui, toi, tu t'es senti bien dans la culture allemande? Parfaitement. Je n'ai jamais eu de problème en Allemagne.
avec personne. Au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré quand j'ai laissé l'Allemagne. Beaucoup. Pendant le voyage de l'Allemagne en Guadeloupe, j'étais complète dans l'avion en train de pleurer tout le temps. Parce que j'ai laissé énormément de amis là-bas. J'ai laissé la famille de mon mari qui m'a super bien accueilli aussi. Mais surtout, j'avais déjà l'Allemagne en moi. C'est-à-dire que je me suis sentie allemande déjà. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois quand quelqu'un me demande quelle est votre nationalité, je dis toujours ma nationalité c'est cubaine, allemande. Parce qu'évidemment, l'Allemagne, c'est vraiment dans mon cœur. Ça restait et ça restera toujours dans mon cœur. Et quand tu étais en Allemagne, donc tu es quand même resté un bout de temps là-bas. Donc j'imagine que tu as rencontré la famille de ton mari, ses amis à lui. Et toi, tu t'es fait des amis à toi. Comment? Alors, je m'ai fait des amis à moi aussi, parce qu'évidemment, déjà, j'ai pu rencontrer des autres Cubains qui habitent en Allemagne, c'était la première chose, qui sont mariés aussi avec des Allemands. Mais ce n'était pas ça seulement. Quand j'ai commencé à travailler au restaurant, et évidemment, les serveurs du restaurant, ils ont été mes collègues. Mes deux collègues ont devenu de grands amis parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. C'est-à-dire qu'on passait des heures entières à travailler. Parce qu'en Allemagne, malheureusement, il y a la mentalité, on travaille, on vit pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est plus important travailler que vivre. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que mes journées de travail, ils ont été des journées hyper lourdes, presque de 12 heures de travail. C'était très long, oui. Et dans ces longues journées de travail, mais on avait le temps de parler beaucoup entre nous, de nos vies privées, je laissais des amis qui sont comme mes frères. C'est vraiment... je sais pas quoi dire, c'est vraiment très important. C'était très important pour moi ça. Parce qu'en plus, ils m'ont accepté comme j'étais, exactement comme j'étais. Et en plus, ils m'ont aidé à perfectionner la langue allemande. Chaque fois, avec beaucoup d'amour, ils m'ont toujours corrigé, ils m'ont toujours me donné des mots et des phrases en dialecte, pour apprendre mieux le dialecte, par exemple. Et ils m'ont fait goûter des choses que je ne connaissais pas du tout pour ne pas me tromper, par exemple, devant les clients au restaurant, des choses comme ça. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont été toujours à côté de moi et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que je n'étais jamais ni humiliée, ni discriminée, ni rien que ce soit. Au contraire, pour eux, c'était quelqu'un qui vient de loin, vient chez nous et en plus respecte notre langue, respecte notre culture, et veut en plus plonger dans la culture. C'est génial, parce que c'est ça une autre chose aussi que je recommande toujours à tous les immigrants. Il faut avoir intérêt d'apprendre chaque chose, comment s'appelle cette recette, et qu'est-ce que c'est ça, laisse-moi goûter. Il faut être curieux. Il faut être curieux. Il faut montrer à la population de ce pays qu'on a choisi qu'on a intérêt et qu'on est curieux d'apprendre. Ça, c'est très important aussi. Très important. Et pendant ces 8 années en Allemagne, tu as eu l'occasion de retourner à Cuba? Oui. Chaque année, il y a eu toujours un moment qu'on a pris toujours 2 mois de vacances. Et c'était les 2 mois qu'on devrait choisir toujours entre Cuba ou la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'une fois on venait en Guadeloupe, une fois on passait à Cuba. C'est-à-dire qu'on faisait toujours comme ça. Donc, tu avais quand même la chance de pouvoir y aller assez régulièrement. Donc, ça te manquait quand même beaucoup, Cuba, dans ta vie en Allemagne, ou beaucoup. Alors ça te permettait... C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que au début, après non. Après, quand je me suis bien intégrée dans la famille, mais avec les amis et tout, ça a été. Et surtout quand je voyais que j'avais la possibilité d'y aller presque toutes les années, ça a été. Mais au début aussi, parce que, comme je disais, et au début c'était un choc de culture. Et il m'a fallu être extrêmement sûr de moi et surtout solide. Parce que moi, je dis toujours, il faut être stable comme une montagne et flexible comme le vent. Il faut être toujours comme ça. Sinon, ce n'est pas possible à résister les chocs qu'on a. Et de culture, pas seulement, sinon les chocs sentimentaux, les chocs de laisser derrière toi toute une vie. Parce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 29 ans à Cuba quand même. C'était toute ma vie, toute ma jeunesse, c'était à Cuba. Et ma famille entière habite encore à Cuba.
C'est-à-dire que c'était pas facile du tout laisser ma maman, ma soeur, toute ma famille. Mais ils étaient déjà, à l'époque, ils étaient très contents parce qu'évidemment, mon mariage était à Cuba. C'est-à-dire que toute la famille a participé. Tout le monde connaissait mon mari. Et ça, c'était très important parce que lui aussi, il a pu s'intégrer à la culture cubaine. Alors qu'on a fait les deux échanges. Et nous deux, pourquoi on a choisi la Guadeloupe? Parce que c'était le point commun entre les deux pays. Et j'explique ça. C'est-à-dire, la Guadeloupe, c'est Cuba, mais avec l'Europe de l'Allemagne. C'est-à-dire que la Guadeloupe a les deux choses. Et là, c'était le point commun entre les deux pays, c'est pour ça qu'on a choisi la Guadeloupe. Mais surtout aussi parce que mon mari avait déjà rêvé, depuis les années 80, de venir faire sa retraite ici en Guadeloupe. Un jour, elle voulait partir en vacances et il a dit, bon, je vais choisir un pays où je parle français dans la Caraïbe, parce que je ne parle pas espagnol. C'est ça qu'il a dit à l'époque. Hein. Et il a pris deux cartes pour jouer. Une carte s'appelait Martinique et une carte s'appelait Guadeloupe. Et là, il a fait comme ça, il a poussé les deux cartes. Et la carte qui a poussé la plus en avance, c'était la carte de la Guadeloupe. Il a choisi la Guadeloupe, c'était pour hasard, au destin, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est comme ça qu'il a choisi la Guadeloupe et pas la Martinique. Et il est arrivé ici, et dès qu'il est arrivé pour le Caraïbe, à l'aéroport, il a senti un parfum. Il a senti un parfum de fleurs, de fruits, je ne sais pas, des épices, qu'il m'a raconté qu'il n'a trouvé nulle part dans la Caraïbe. Il a dit, c'est ça, c'est l'île où je vais terminer ma vie. Et c'est pour ça qu'en 2008, on décide de finalement tout laisser en Allemagne pour venir vivre ensemble en Guadeloupe. Mais alors, c'était en fait très réfléchi quand même. Il y avait une préparation à cette installation. On a beaucoup préparé. On est venu chaque année pour repérage, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et au niveau, c'est-à-dire, le repérage était à tous les niveaux. Et pas seulement les supermarchés, c'était au niveau du travail, au niveau de la vie quotidienne, de la langue, de tout, le créole, tout. Il fallait vraiment bien se préparer. On ne peut pas, je ne recommande pas vraiment à personne de prendre une décision à l'hasard comme ça, je vais partir comme ça. Non, il faut bien se préparer et surtout, il faut déjà avoir une vision de ces pays qu'on a choisi pour vivre, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça sans même pas savoir comment il faut vivre ici, parce qu'on peut avoir vraiment une grande désillusion, évidemment. Toi, tu avais préparé ton installation en Allemagne? Oui. Comment? C'est-à-dire qu'avant notre mariage, mon mari venait de temps en temps à Cuba, et moi j'avais déjà commencé un peu à étudier avec un prof d'allemand à Cuba, l'allemand. Mais, chose incroyable, je n'ai rien appris avec la prof d'allemand à Cuba, absolument rien. Mais par contre, elle m'avait prévenu déjà de plusieurs choses. C'est-à-dire que quand j'étais avec elle, elle m'a dit, c'est pas la peine de continuer à me payer, c'est pas la peine de continuer à venir apprendre l'allemand, tu ne vas pas apprendre l'allemand avec moi, tu vas apprendre l'allemand sous place. Parce que l'allemand, c'est une langue très difficile, déjà. Et l'autre chose, c'est, la seule chose que tu peux apprendre avec moi, c'est, je vais t'expliquer comment est la société allemande. C'est-à-dire que je me suis préparée psychologiquement à confronter ça, mais une chose, c'est la préparation psychologique, et l'autre chose, c'est quand on arrive déjà sous place. Évidemment, mon mari était mon soutien, c'est lui qui m'a soutenu, qui m'a dit, il était avec moi tout le temps, jusqu'à m'a laissé voler toute seule. Parce qu'évidemment, il m'a fallu aussi apprendre les choses pour apprendre à vivre normal en Allemagne. D'accord. Je me doute qu'en Guadeloupe, il y a pas mal de choses qui te font penser à Cuba. Mais en Allemagne, est-ce qu'il y avait des choses qui te rattachaient un peu à Cuba, qui te rappelaient Cuba, ou vraiment t'as pas trouvé ça? Alors, on va dire que là en Allemagne, c'est-à-dire que la culture latine en Allemagne, on la trouve seulement vraiment au nord, c'est-à-dire quand on va en direction Berlin, Hambourg, les grandes villes, c'est là qu'on trouve vraiment une culture latine. Mais nous, on était au sud de l'Allemagne, vraiment au sud, où on voit que
mais vraiment les Allemands. Il y a presque rien de la culture latine. Alors là-bas, non, il n'y avait absolument rien qui me pouvait, en plus, me manquait énormément. La mer me manquait énormément. C'était une chose qui m'a donné un petit point de dépression en plus, parce que là, moi, j'avais besoin de voir la mer, de sentir la mer bien près. Et là, en Allemagne, il n'y avait pas. Alors que, par contre, il y a une chose que j'ai vécue en Allemagne, que je suis très contente, que c'était la neige. Parce que je n'avais jamais, à l'époque, je n'avais jamais vu la neige. Et j'étais comme un petit enfant quand j'ai vu pour la toute première fois la neige. Et c'était dans la forêt noire. Je suis allée à la forêt noire et j'étais hyper contente de jouer dans la neige. C'était une expérience incroyable. Mais non, là-bas, il n'y avait pas vraiment un attachement. Il n'y avait rien qui pouvait me souvenir de Cuba, mais Cuba, elle était là, elle était présente. Parce que chaque fois que je disais je suis cubaine, et bien là, tout le monde explosait. Et surtout, parce qu'il y avait beaucoup de personnes très intéressées aux cigares cubains. Cohiba, Habano, tout ça. Les cigares cubains, voilà. D'accord. Bon, aujourd'hui, tu es en Guadeloupe et tu te sens plus proche de Cuba, mais c'est pas Cuba. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te manquent de là-bas Non, là maintenant, précisément, tout le monde me demande, mais pourquoi tu retournes pas à Cuba? Mais parce que précisément ici en Guadeloupe, j'ai trouvé un lien incroyable, une liaison incroyable entre Cuba et la Guadeloupe. Déjà dans l'histoire, il y a énormément de choses qui se ressemblent. Déjà, dans la culture, il y a énormément de choses. La culture, c'est-à-dire les recettes créoles et tout, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent aussi. Et, par exemple, avec les maniocs, avec les haricots, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et surtout que les Guadeloupéens aiment beaucoup aussi de danser la salsa. Moi, je ne savais pas. Et là, je suis étonnée de voir, par exemple, des fois, quand on va à la marina de Gosselin, par exemple, il y a des endroits dédiés qui a la salsa. Et là, j'étais très contente de voir ça. Alors que la guoca, par exemple, on danse la guoca à Cuba aussi. Et la culture afro-cubaine, elle est très proche de la culture africaine qu'il y a ici en Guadeloupe. L'héritage africain qu'il y a ici en Guadeloupe, la liaison, c'est énorme. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis vraiment très près de ça. Et là, il ne me manque pas trop maintenant. Et là, comme je peux aller maintenant plus facilement, entre guillemets, parce qu'à cause du vol et tout, bon, c'est un peu difficile. Mais c'est-à-dire que... Naturellement, il y a des choses que je ne trouve pas ici en Guadeloupe, qui sont des choses très spécifiques, évidemment, cubaines. Mais ce n'est pas comme en Allemagne. Là, je me sens plus à l'aise, je suis dans mon milieu naturel maintenant. Voilà. Et oui, donc juste, il faut expliquer. Donc, tu as dit qu'il y avait du gros-ca à Cuba. Alors, petite note, le gros-ca, c'est le nom qu'on donne en Guadeloupe à un genre musical qui est né pendant l'esclavage. C'est très intéressant et je vous invite à aller vous renseigner sur Internet, mais je reprends tout de suite l'épisode. Je savais pas du tout. Oui, à Cuba, si, évidemment, parce que quand la guoca, on l'appelle pas comme ça, hein, on l'appelle d'une autre façon à Cuba, d'accord, évidemment. Et on a tous les temps, c'est-à-dire les choses africaines qu'on a ici en Guadeloupe, on a la même chose à Cuba. Parce que c'était la même époque de colonisation, la même époque d'esclavage, la même période d'esclavage qu'on a. Sauf qu'à Cuba, les périodes, ici c'est fini 1848, les périodes d'esclavage. À Cuba, c'était 1868. Alors que c'était plus long à Cuba, mais c'est une période d'esclavage qu'on a vécu en même temps. Et là, pour la même chose, pour la canne à sucre, exactement la même chose. Okay? Et il y a énormément, par exemple, à Cuba, c'est la culture Yoruba qui existe en Cuba pour la partie africaine. Mais quand on parle de Yoruba ici en Guadeloupe, tout le monde sait qu'est-ce que c'est la culture Yoruba. D'accord. Toutes les personnes, tous les Guadeloupéens qui sont vraiment plongés dans la culture africaine connaissent la culture Yoruba. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent et et on dit toujours que sont dans la Caraïbe, on est des frères et des sœurs, parce qu'il y a eu partout cette période d'esclavage qu'on a vécu, ils sont passés d'une île à l'autre. Et voilà, on se sent vraiment comme ça, comme des frères et des sœurs. Voilà. Donc, quand tu arrives en 2008 en Guadeloupe, tu ne parles pas un mot de français? Un mot français. Ton mari non plus? Non plus. Bon, du coup, un nouvel apprentissage encore. Comment ça se passe cette fois-ci? Alors, la même chose.
Exactement la même chose qu'il a fait en Allemagne. Ici, c'était plus facile, évidemment, parce que là, le français, c'est une langue latine, c'est une langue qui a la même racine que l'italien, le roumain, l'espagnol, voilà, et le portugais. Alors, ce sont des langues qui ont la même racine des langues. C'est-à-dire que la grammaire se ressemble énormément. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent énormément. Et la seule chose qu'il me fallait faire, c'était écouter tout simplement les gens. Et là, j'ai fait la même chose. La télé, beaucoup télé, beaucoup radio. Et ne pas traduire. Toujours la même technique. Il ne faut pas traduire. Il faut tout simplement acheter des livres déjà dans la langue et essayer de comprendre ce qu'ils disent les livres. Et ne pas traduire. Si on ne traduit pas, c'est plus facile, c'est plus rapidement, plus arrive. Et mon seul problème actuel, que j'ai toujours évidemment, on va dire entre guillemets, c'est mon accent, entre guillemets, bon, ça va. Oui. Et là, il y a certains mots de prononciation qu'il faut faire attention à la prononciation de certaines choses qui sont hyper difficiles en français. Et là, j'essaie toujours de fermer un petit peu plus la bouche, de faire et tout ça. Bon, il faut faire attention à tout ça. Et là, petit à petit, mes collègues, parce que je suis guide touristique, comme je disais, mes collègues, toujours avec beaucoup d'amour, me corrigent. J'ai même un collègue qui était prof d'école, prof de français, et je suis très contente que de temps en temps, il me corrige, mais pas seulement ça, et me donne aussi des phrases populaires, des choses comme ça. Mais surtout, moi-même, je m'achète des livres. Je m'oblige à lire en français. D'accord. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de livres en français. Et là c'est bon. Hein. Là, pour moi, je considère que c'est OK. Et je suis très contente déjà de continuer parce que là, j'essaie maintenant d'apprendre aussi le créole guadeloupéen. J'arrive déjà à lire et à comprendre. Il me faut seulement parler. Mais malheureusement, ici en Guadeloupe, quand on est entouré de Guadeloupéens, si les Guadeloupéens voient qu'on ne parle pas créole, mais n'arrive pas à s'exprimer en créole, la personne va nous parler toujours en français. Et c'est ça qui nous empêche de vraiment trouver un environnement purement créole. Sinon, c'était déjà longtemps plongé. Ouais. Seulement, c'est ça la question. Mais c'est comme ça qu'on a fait. Et mon mari, comme chef cuisinier au restaurant, eh bien, elle s'est défendue, elle a commencé à parler petit à petit. Elle se défend très bien, hein, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas trop fluide parce qu'il dit toujours que je suis sa traductrice. Voilà. Il se repose sur toi. Ok. Et dans ce que tu racontes, on a l'impression quand même que tu as eu de très bonnes relations avec beaucoup de personnes que tu as rencontrées, que ce soit en Allemagne, en Guadeloupe encore. Tu n'as pas eu de mauvaises expériences Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne déjà, il y a eu une seule expérience qui était on va pas dire terrible. J'ai compris pourquoi c'était ça. Alors les Allemands, en Allemagne, la mentalité allemande, c'est une mentalité très perfectionniste. Ils considèrent actuellement encore que les personnes qui arrivent de notre pays ne sont pas capables de s'adapter à ces mentalités perfectionnistes. C'est-à-dire que quand ils sont, par exemple, au restaurant, s'ils m'ont donné quelque chose à faire, il a fallu le faire vraiment parfait. Hein? S'il y a eu quelque chose que ça ne va pas, ou un petit peu à gauche, à droite, ou quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas fait attention, par exemple, ils ont été hyper fâchés. Et ils se sont dit toujours, ah, mais on comprend bien parce que tu n'es pas allemand. D'accord. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est pas bon. Ouais. Ça, c'est pas bon. Il faut changer ça. Et il faut le faire comprendre que moi, je suis capable aussi, comme latine, de faire les choses aussi parfaites comme ils s'attendaient. Alors que là, je me suis dit, je comprends la mentalité, il n'y a aucun problème. Mais aussi, ça m'est arrivé aussi un jour, par exemple, qu'on était en train de préparer une fête et on était en train d'ouvrir des bouteilles de champagne. Et ils m'ont dit, non, Maura, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'on est sûr que tu ne sais pas le faire. Et je ne savais pas que moi, une des choses que j'ai fait dans ma vie, c'était précisément un diplôme international de bar waitress. Et ça, je l'ai fait avec Costa Croacia, alors que j'ai mon diplôme international de ça, alors que je pouvais même ouvrir une bouteille de champagne quand le bateau bougeait, quand j'étais en bord du bateau, en train de bouger, une bouteille de champagne, il fallait l'ouvrir avec un seul main sur une tablette de serveuse.
et pendant les bateaux bougeaient. Alors que c'est une technique qu'il faut apprendre. Et moi, je savais ça. Alors que j'ai rien dit, mais ils ont été très stressés, mes collègues, et j'ai dit, est-ce que je peux vous aider, même si vous considérez que je ne sais pas le faire, parce que je n'ai rien dit. Ils m'ont dit, oui, pourquoi pas. Et à ce moment, j'étais en train d'ouvrir les bouteilles très vite. On a fini très vite, et tout le monde restait scotché. Et je lui dis, la leçon d'aujourd'hui, c'est, il ne faut pas vraiment... Il ne faut pas avoir de préjugés. Des préjugés avant. Il faut tout simplement donner l'opportunité à chacun de s'exprimer et de donner ses atouts. Parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir une grande surprise. Et c'est à partir de là qu'ils ont compris qu'il faut laisser la cubaine tranquille, parce qu'elle a vraiment... C'est une belle leçon que tu leur as donnée. Voilà. Et est-ce qu'il est arrivé que parfois, justement, on te dise que tu étais comme ça parce que tu étais cubaine? Enfin, est-ce qu'il y a des choses dont tu as joué de tes origines cubaines, ou au contraire que tu as gommé? Est-ce que parfois tu l'as mis en avant, ou est-ce que parfois tu l'as caché? Je n'ai jamais caché mes origines, ça c'est la première chose, parce qu'il ne faut pas se dire parce que je suis cubaine ou parce que je suis latine que je suis inférieure que des autres. Il faut se sentir toujours en égaux avec tout le monde, n'importe la nationalité. Ça c'est la première chose, parce que si on ne se trouve pas en égaux avec toute la personne qu'on se trouve en environnement, on est mal. Il ne faut pas jamais sentir qu'une autre personne est supérieure à nous, jamais. Ça c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai mis toujours en avant ma nationalité cubaine. Pourquoi? Parce que nous, les Cubains, on est très relax, on n'est pas trop stressés. Les Allemands sont très stressés, ils stressent énormément, précisément parce qu'ils veulent toujours le perfectionnisme. Mais nous, à Cuba, on dit ça va aller, et on a beaucoup de confiance. C'est-à-dire qu'on laisse faire les choses, on laisse venir les choses comme les vagues. On laisse venir les choses. Mais surtout, je disais toujours à mes amis allemands, quoi qu'arrive, il faut l'accepter, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il arrive, et pas d'une autre façon. Parce qu'on n'est pas tous parfaits, on a tous des défauts. Alors il faut accepter ça aussi. Alors que mes amis ils ont commencé à comprendre que la même mentalité d'accepter ce qu'il y avait a été énormément un atout dans le travail, par exemple, parce qu'ils ont un moins de stress. Ils ont dit, ah mais c'est vrai, hein, on va se relaxer, on va faire les choses comme Maura dit, on va laisser comme ça et on va confier que ça va aller. Et ça a été toujours. Parce qu'évidemment, on avait une mentalité plus douce, plus tranquille. Mais ça m'a quand même beaucoup frappé de temps en temps de voir les stress qu'ils ont eu, énormément de stress. Mais je mettais toujours, ma mentalité que je disais, non, il n'y a personne qui va me stresser. J'ai fait mes affaires, je sais quoi faire. Et là, je le fais tranquillement. Et surtout, en Guadeloupe, je vois ça aussi. Et ça, j'adore. On fait toujours très doucement tout. Il faut prendre le temps pour faire tout. Oui, ça, c'est très différent en Allemagne quand même. Très différent en Allemagne. Il faut prendre le temps pour tout faire. Soit manger, soit danser, soit venir chez les amis. Tout, on fait doucement. À Cuba et ici en Guadeloupe, c'est là exactement la même chose. Une chose que l'Allemagne ne fait pas. L'Allemagne va trop vite. C'est pour ça qu'ils sont... En Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper stressées. Quand tu pars de Cuba, qui est un pays communiste, tu arrives en Allemagne, pays capitaliste, est-ce qu'au niveau quand même aussi de ce quotidien, j'imagine que ça a été... tu l'as dit, ça a été un choc. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça Comment tu as fait pour te sentir à l'aise dans un univers aussi différent au niveau de la consommation Déjà, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire la comparaison entre Cuba et l'Allemagne. C'était impossible de faire une comparaison. Et moi, j'ai décidé tout simplement de ne plus comparer les deux pays. Je disais, ce qu'il y a en Allemagne, il y a en Allemagne. Ce qu'il y a à Cuba, il y a à Cuba. Et ce que j'accepte à Cuba, je l'accepte aussi en Allemagne. Alors que je me suis habituée à ce monde de consommation, que déjà, il faut dire que la première fois que je suis entrée en un supermarché en Allemagne, j'étais en choc de voir la quantité de produits qu'il y avait, que je n'ai jamais vu à Cuba, évidemment. Et je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types de beurre, plusieurs types de lait, plusieurs types de ça. À tel point qu'on ne sait pas toujours quoi choisir. Non. À Cuba, il y avait toujours la même chose. Ouais. Un seul type de lait, un seul type de ça. Voilà. Et moi, je voyais extrêmement un monde de consommation que pour moi, c'était complètement nécessaire. Parce que j'étais et je suis encore très écolo. Et je me suis adaptée dans le sens que je suis allée
directement en campagne à chercher les producteurs locaux. Tous les producteurs. Alors, j'ai aimé, par exemple, les producteurs locaux de vin, les producteurs locaux de lait, les producteurs locaux de fromage. J'ai aimé énormément ça. Je suis allée, par exemple, dans les champs à récolter la fraise directement, plutôt que d'aller au supermarché acheter la fraise en baquet et tout. Non, je suis allée toujours dans les plantations de la fraise pour la récolter moi-même. Alors, des choses comme ça. Je me suis adaptée rapidement à ça. Et j'ai coupé, alors le monde de la consommation ne m'a pas mangé, on va dire, entre guillemets. Et évidemment, il y avait des produits que j'ai beaucoup aimés dans les supermarchés. Et j'ai arrêté de manger la viande pour un problème de santé. Et là, ça me manque plus vraiment, parce que là, c'est bon. Alors que c'était là vraiment le point entre le monde de consommation et le monde d'un pays communiste où il y a que des choses très spécifiques, mais surtout qu'on est en train de vivre un blocus très fort dans les États-Unis qui ne permet pas au pays, à notre pays, de faire des échanges avec des autres pays facilement. Un exemple très, très rapide à dire, par exemple, on doit, à la place de prendre le riz qui arrive, par exemple, du Brésil, qui est plus près de Cuba, on doit amener un bateau qui se trouve en Vietnam et en Chine, c'est-à-dire que le prix du riz est très, très élevé à cause de ça, parce que le bateau doit faire un chemin plus long. Un bel exemple de blocus qui c'est complètement bête. Tu es quelqu'un qui s'adapte très bien à beaucoup de choses, tu as beaucoup de curiosité. Tu penses que ça t'a aidé pour t'installer comme ça parce que c'est quand même un énorme saut, Cuba, Allemagne, ensuite Allemagne, Guadeloupe, et à chaque fois tu as l'air de très bien y arriver. Et voilà la phrase, stable comme une montagne, flexible comme le vent. C'est là que se trouve le secret, c'est tout. Parce que stable comme une montagne, ça veut dire que tu ne te laisses pas faire. Une personne peut t'engueuler, peut te dire des choses, peut te critiquer, peut te dire non, n'importe, tout n'est pas bien, tout n'est pas d'ici, parce qu'on peut arriver à avoir des personnes comme ça, méchantes, autour de nous, dans l'environnement. Mais si on ne se laisse pas, et on reste tout simplement tranquille, on écoute, on n'enregistre pas ce qu'on est en train d'écouter, on ne bouge pas, tout simplement, on ignore ce type de choses méchantes. Et flexible, pourquoi? Flexible tout simplement dans le sens qu'il faut s'adapter. S'il faut aller très haut, on va très haut. S'il faut aller très bas, on va très bas. S'il faut aller à gauche, on va à gauche. Il faut aller à droite, il faut aller à droite. Il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter à tous les niveaux. Parce que moi, en Allemagne, j'avais vécu des niveaux de plus luxueux jusqu'au niveau le plus bas en campagne. Et moi, je me suis adaptée partout. Parce que j'étais en train d'observer tout le temps. L'observation, la curiosité, c'est hyper important pour s'adapter. Si on ne fait pas ça, c'est impossible. Voilà. Ok. Donc avec ton mari, vous avez eu un enfant. Oui. Est-ce que tu réfléchis à ce que tu lui inculques de ta culture cubaine, de ta culture allemande, de la culture guadeloupéenne, ou est-ce que ça se fait naturellement Alors déjà, et ça c'est une question très importante à faire, parce que notre fils, il a 17 ans, il se trouve à ce moment à l'école, au lycée G.V.R.H. Il parle allemand, il parle français, il parle espagnol, il parle créole, il parle anglais. Ah bon. Et tout ça est arrivé toute seule. C'est-à-dire que son papa, depuis bébé, il parlait en allemand. Moi, depuis bébé, je parlais en espagnol. Et ici en Guadeloupe, il a appris le créole et le français à l'école parce qu'il est arrivé avec l'âge de 3 ans, c'est-à-dire qu'il a commencé, il a fait tout le chemin d'école complètement ici en Guadeloupe parce qu'il avait 3 ans quand il est arrivé. Dès la maternelle jusqu'au lycée, il a fait complètement ici. Et du coup, il y a quand même une maîtresse à la maternelle qui me disait « Mais maman, votre enfant n'a pas d'accent, comment c'est possible ?» Il a dit « C'est très simple, mon fils a appris le français avec vous, pas avec nous. C'est pour ça qu'il n'a pas d'accent. » Et évidemment, mon fils, même s'il a le visage d'un Allemand, mon fils ne connaît pas la différence de race. C'est pour ça que le racisme, je considère, moi personnellement, c'est un problème de la société. Ce n'est pas un problème ni humain, c'est pas ancré dans l'humanité. Non. C'est une chose qui arrive vraiment, c'est un problème social. Parce que, par exemple, mon fils ne connaît pas ça. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est le racisme. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour lui, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Tout le monde est égaux. Il le voit comme ça. Alors qu'il a des amis de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, il a beaucoup d'amis. Et une chose très importante,
comme allemande, il a été accepté partout en Guadeloupe. Mon fils n'a jamais vécu de problème de racisme dans aucune école. Parce que si on ne manifeste pas un rejet à aucune personne, évidemment, personne ne va nous rejeter. Eh bien, mon fils n'a jamais rejeté personne par son couleur ou par sa nationalité ou par rien que ce soit. C'est-à-dire qu'il était accepté partout. Il n'a jamais vécu un problème à l'école parce que lui, il est allemand, il n'est pas guadeloupéen. Mais jamais, jamais, jamais. Au contraire, il était quelqu'un très apprécié, très aimé partout. Et là, on est super content avec ça. Mais surtout qu'il a continué à parler toutes ces langues. Parce qu'on continue à la maison, on parle déjà 3 langues. Allemand, espagnol, français, constamment. Pour ne pas perdre les... parce qu'il faut, les langues, il faut parler les langues. Pour ne pas l'oublier. Voilà. Ok, dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil de film, de lecture, de choses à faire pour les personnes qui quittent leur pays pour aller s'installer ailleurs, que ce soit en Allemagne, en France Alors déjà, un bon dictionnaire, c'est impérativement... mais ce n'est pas un dictionnaire langue maternelle, la langue du pays. Hein. Par exemple, mes dictionnaires sont toujours allemand, italien. C'est-à-dire que c'est un dictionnaire qui ne traduit pas. D'accord. C'est la première chose. Deuxième chose, et, pour s'installer, il faut déjà acheter des livres déjà et, de la géographie du pays. C'est-à-dire, pas les livres qu'achètent tous les touristes. C'est pas ça. On va aller à une bibliothèque, une vraie bibliothèque, et une vraie librairie. On va acheter déjà un livre d'histoire du pays qu'on va s'installer. Il faut acheter impérativement ça. Et surtout, non, il ne faut pas acheter le livre dans ta langue maternelle. Il faut l'acheter déjà dans la langue du pays. Ça va nous obliger à plonger dans la curiosité de l'histoire de ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que plus on connaît l'histoire de ce pays, plus on connaît la mentalité de ce pays. Plus on saura aussi réagir. Pourquoi ces personnes ont réagi comme ça? Pourquoi il y a les problèmes, par exemple, ici en Guadeloupe, de cet ancrage avec l'esclavage? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ces douleurs? Il faut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en Guadeloupe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Caraïbe française avec l'esclavage? C'est de là que viennent les douleurs. C'est de là que vient la raison actuelle de toutes les manifestations, de toutes les choses qu'il y a actuellement. Si on arrive à comprendre ça, je peux dire on a tout ce qu'il faut pour vraiment s'adapter. Parce que si on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays qu'on va vivre, on ne peut pas s'adapter parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est ça le conseil que je voudrais donner. Et surtout, goûter tout. Il faut tout goûter. Il faut goûter toutes les recettes, tous les vins, tous les rhums, tout, les plantes, tout. Il faut tout manger, tout. Même si on ne connaît pas. Et il faut faire confiance, toujours. Il faut faire confiance. Et surtout, il faut le respect. Il faut beaucoup respecter les gens, et n'importe dans quel niveau se trouvent les gens. Alors que ça va nous permettre d'avoir un environnement global du pays où on se trouve. Et là, dès qu'arrive quelque chose, une manifestation, une grève, on comprend vite fait, sans même pas écouter la télé ni la radio, qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, Maura. De rien, avec plaisir, Margot. Si vous voulez participer au podcast ou que vous connaissez quelqu'un qui le voudrait, n'hésitez pas à me contacter via le compte Facebook ou Instagram des Racines ou à l'adresse mail suivante desracinepodcast@gmail.com. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.